Bonjour à toutes et tous, je suis Guillaume Rose, le directeur général exécutif du Monaco Economic Board. Bienvenue pour ce troisième webinaire collection SEMA que le Monaco Economic Board organise en partenariat avec le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, le SEMA. Aujourd'hui, nous vous proposons de mieux connaître l'une des vitrines économiques de l'Afrique, pas moins, la Côte d'Ivoire. Un pays clé d'Afrique de l'Ouest francophone qui, malgré le contexte actuel, a réussi à enregistrer une hausse de son PIB de 1,8% en 2020, selon la Banque mondiale. Une performance dans la continuité de la forte croissance qu'a connue le pays au cours de ces dernières années. Un rebond significatif est d'ailleurs anticipé pour 2021. Si la Côte d'Ivoire a connu une période trouble dans les années 2000, elle a su se réinventer et faire preuve d'une remarquable résilience pour redevenir un acteur incontournable et attractif au niveau régional. Outre son agriculture, je rappelle que la Côte d'Ivoire est le premier exportateur de cacao et de noix de cajou au monde. Le pays possède des ressources naturelles importantes, notamment des hydrocarbures, et ses infrastructures sont en cours de modernisation. Alors bien sûr, les défis sont encore nombreux, mais les opportunités également. C'est ce qu'avait compris le MEB dès 2009 en organisant une mission économique sur place. En 2016, c'est le SEMA, donc le Club des entrepreneurs monégasques en Afrique, qui organisait à son tour une mission économique fructueuse en partenariat avec le MEB. Aujourd'hui, en attendant de pouvoir aller sur place, nous vous proposons avec mes habituels complices du SEMA, Frédéric Guert, son président, et Denis Ruyant, son secrétaire général, de redécouvrir la Côte d'Ivoire avec des intervenants exceptionnels. Alors bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Et bonjour Denis. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors pour commencer, avec mes complices, nous aurons le plaisir d'accueillir le consul de Côte d'Ivoire à Monaco, monsieur Hervé Husson. Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. En plus de ses fonctions Bonjour Guillaume, consulaires, pardon, bonjour à tous. je vous en prie. En plus de ses fonctions consulaires, Hervé Husson est le président de Juto et Husson Assurance et l'administrateur d'Ascoma, la société de courtage d'assurance qui est présente dans 22 pays sur le continent africain. Nous poursuivrons avec un habitué de nos webinaires, un partenaire aussi bien du Monaco Economic Board que du SEMA. Je veux bien sûr parler de Philippe Ortelli. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Alors Philippe, je rappellerai juste que vous êtes président de la Fédération des entreprises monégasques, vice-président du Monaco Economic Board et administrateur délégué de MT et de Cogemat. Absolument. Alors, nous poursuivrons avec des entrepreneurs de tout premier plan, en ligne avec nous depuis la Côte d'Ivoire, avec pour commencer M. Koné Dosangui. Bonjour M. Dosangui. Bonjour monsieur. Alors, M. Dosangui est multi-entrepreneur depuis son plus jeune âge. Il est le principal actionnaire du groupe Atlantic Finance Group. Après avoir créé la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire et été l'un des principaux acteurs des télécoms du pays, il a investi aux côtés de partenaires internationaux dans divers secteurs, dans les cimenteries, les banques et dans des projets de transformation du cacao. Alors, outre le président Dosangui, nous avons aussi un autre acteur de poids dans le paysage économique ivoirien. J'ai le plaisir d'accueillir M. Léon Kofi. Bonjour M. Kofi. Bonjour à vous et merci de nous recevoir. Merci. Alors, diplômé de l'ISG Paris, Léon Kofi a travaillé pour un groupe de conseil et de private equity en Suisse. Puis, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour investir et conseiller dans diverses PME. Il est depuis 2017 le président du conseil d'administration d'Atlantic Finance Group. Alors, bien sûr, nous ne pouvions pas parler de la Côte d'Ivoire sans faire intervenir un des piliers des relations entre Monaco et l'Afrique. Je veux bien sûr parler de M. Adnan Oudrouge. Bonjour, M. Oudrouge. Bonjour à tout le monde. Bonjour, M. Rose. Merci de nous avoir rejoints. Alors, M. Oudrouge, s'il y a besoin de le présenter à Monaco, je vais quand même dire quelques mots. Originaire d'une famille libanaise installée à Dakar, Adnan Oudrouge est né et a grandi au Sénégal. Après avoir ouvert un premier magasin à Nice, il a créé en 1986 Mercure International of Monaco, un groupe spécialisé dans l'import-export d'articles de sport à la base, qui depuis s'est élargi au commerce de détail et à la grande distribution, essentiellement en Afrique. Avec 8000 employés dans le monde, l'entreprise de M. Oudrouge est un des acteurs les plus importants en principauté. Merci. Alors, pour nous parler d'agriculture, secteur primordial pour la Côte d'Ivoire, nous aurons aussi la chance d'avoir avec nous M. Jean-Louis Billon, qui devrait nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, nous attendrons bien sûr M. Billon s'il arrive à se libérer de ses nombreuses obligations.
Et enfin, nous finirons le tour d'horizon avec notre consul de Monaco en Côte d'Ivoire, qui interviendra en tant que patron des patrons de la Côte d'Ivoire, M. Jean-Marie Aka. Bonjour, M. Aka. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Rose. Merci de nous avoir rejoints. Alors, M. Aka, diplômé de l'IDRAC et de l'IFG Paris, il est le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, PDG du groupe Avos et de SIPRA, sa filière avicole. Il s'est vu en outre confier la présidence du conseil d'administration de la BICCI, filiale de la BNP en Côte d'Ivoire. Vous l'aurez compris, un programme dense avec des invités remarquables. Aussi, je cède la parole sans plus attendre à notre ami Frédéric Gertz, le président du CMA. Frédéric, c'est à vous. Guillaume, merci beaucoup. Merci à tous d'être présents, à tous nos amis présidents de groupe de la Côte d'Ivoire. Et merci à tous ceux qui participent à ce webinaire sur ce pays que nous aimons tous. Alors, on va se placer dans ce pays et donc on vous souhaite à tous Akwaba, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui est la bienvenue. C'est un pays très chaleureux. Tous nos membres du CEMA ont l'habitude d'y aller fréquemment, d'y travailler, d'y avoir des amis. Et en général, on y passe toujours de très bons moments professionnels et on n'hésite jamais à rester un week-end entre amis en Côte d'Ivoire, que ce soit à Abidjan, que ce soit à l'île Boulay, que ce soit à Simi, à Grand-Bassam. C'est un pays qui est vraiment très agréable et donc on regrette de ne pas être en présentiel tous ensemble. Alors, la Côte d'Ivoire, très important, comme disait Guillaume, je crois que c'est important de faire un petit bilan de ces 10 dernières années. Ils sont quand même très intéressants. Donc, on y a été le MEB en 2009, le CEMA, on y est retourné en 2016. On était d'ailleurs tous ensemble pendant 2-3 jours avec tous nos orateurs de ce jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Mais la Côte d'Ivoire, comme le disait Guillaume, a connu une croissance soutenue. Alors, 1,8% l'année passée, mais en général, c'était 7,5%. Et le premier élément, c'est que la Côte d'Ivoire, entre 2010 et 2020, a doublé son PIB. Doubler son PIB, ça veut dire passer de 25 milliards à 50 milliards. Et ça, à ma connaissance, à part la Chine, il n'y a pas grand monde qui a fait mieux. Le niveau de vie des Ivoiriens aussi a largement augmenté. On le sent quand on va depuis 10 ans, depuis 15 ans en Côte d'Ivoire, quand on vit peut-être un peu plus à Abidjan que dans le reste du pays. C'est pour ça qu'il y a encore un peu de chemin à faire. Mais on sent cette vie et donc les Ivoiriens vivent mieux. Ils ne vivent pas encore tous bien. C'est vrai qu'il y a des différences encore énormes, mais on vit mieux à Abidjan. C'est une vie agréable et le niveau de vie a largement évolué. Il y a eu des changements structurels majeurs, parce que c'est vrai, on parle toujours, bon, il y a eu le pont HKB, c'est très bien, mais les changements structurels, c'est quoi? C'est d'abord le taux d'électrification du pays, qui en 10 ans est passé de 40% à 90%. Et ça, c'est majeur en Afrique. Il y a peu de pays qui peuvent dire la même chose. Et d'ailleurs, c'est à noter, la Côte d'Ivoire a reçu, et notamment la compagnie ivoirienne d'électricité, a reçu le prix Edison International Award en 2020. Ce sont toutes les grandes compagnies électriques des États-Unis qui décernent un prix, et c'est la Côte d'Ivoire qui l'a eu l'année passée. Autre changement structurel, c'est l'accès à l'eau potable, qui est passé à 80% dans le pays, donc ce qui est également excessivement important. Et c'est un progrès majeur, ça a quasi doublé aussi. Il y a eu beaucoup d'améliorations aussi dans le secteur des hôpitaux. Il y a encore beaucoup de projets en cours, mais il y a eu plusieurs hôpitaux qui sont sortis ces dernières années, au moins 3-4. Et également en matière de sécurité dans le pays, il y a eu une forte amélioration, notamment à Abidjan, et ça se ressent. Donc, d'un point de vue politique, c'est vrai qu'il y a une stabilité. Je crois que la stabilité, on verra ce que ça donne, mais elle est relativement en faveur de la Côte d'Ivoire ces 10 dernières années. Il y a une vision et un plan long terme qui existent encore ce jour, parce que l'objectif est bien sûr de redoubler dans les 10 ans qui viennent à nouveau le PIB. Donc, ce n'est pas pour rien que la Côte d'Ivoire a la confiance des investisseurs internationaux. Ça veut dire quoi, la confiance des investisseurs internationaux? En 2020, les investissements directs ont encore augmenté de 60%. Donc, en pleine année Covid. Et ça, c'est rare en Afrique aussi. Par exemple, au Nigeria et au Ghana, ça a diminué de 20%.
Donc, c'est une exception en Afrique. Dans le classement qu'on appelle Easy to Do Business Suisse, la Côte d'Ivoire est passée en 110e position, donc sur 180 États, venant de la 122e en 2019. Et alors, last but not least, la Côte d'Ivoire a quand même bouclé fin 2020 une émission en eurobond, 1 milliard d'euros, un taux très compétitif qui a été sursouscrit 5 fois. Donc, je vais dire, le bilan, il est plutôt beau sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à comparer à l'Europe, qui certes est à 0%, grosso modo sur les 10 dernières années, mais c'est vrai que le niveau était sans doute supérieur. Donc, c'est un progrès majeur. Et donc, merci aux panélistes à qui on va discuter de tous les bienfaits qui ont engendré cette situation, parce que tous ont contribué à ce développement des dernières années, avec leur brain, avec leur force, avec leurs mains et avec les Ivoiriens, en créant de l'emploi tous les jours dans ce pays où 80% de la population a moins de 30 ans. Et ça dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les télécoms, dans la banque, dans la distribution, dans l'assurance et dans beaucoup d'autres PME. C'est le sujet du jour. On va maintenant passer la parole à tous nos invités et je donne la parole à Denis pour les premières questions. Merci beaucoup Frédéric pour cette introduction très éclairante. Je vais m'adresser maintenant à Hervé Husson qui, comme l'a dit Guillaume, est notre consul de Côte d'Ivoire à Monaco. Monsieur le consul, commençons, si vous le voulez bien, par ce qui fait notre actualité depuis plus d'un an, c'est-à-dire les effets néfastes de la crise sanitaire sur notre développement social et économique, en particulier dans nos régions du Nord. Seulement, la Côte d'Ivoire a été particulièrement résiliente en cette période de crise Covid et a même connu une croissance de 1,8% en 2020. Vous qui connaissez parfaitement ce pays, comment analysez-vous cette force de dynamique malgré la crise que nous vivons tous? Et merci, Denis. La raison principale de cette résilience, il y a deux raisons en fait. La première raison, je dirais, c'est tout simplement que la crise sanitaire qui était annoncée n'a finalement pas eu lieu. Les observateurs, il y a à peu près un an de ça, prédisaient une crise sanitaire sans précédent avec une saturation particulièrement catastrophique des infrastructures hospitalières. Donc il y avait une vive émotion, on s'en souvient encore, et beaucoup d'inquiétudes. Et un an après, force est de constater que la région, finalement, et particulièrement la Côte d'Ivoire, font partie des pays qui sont quasiment épargnés par cette crise sanitaire, ce qui est une des rares bonnes nouvelles sur le front du Covid. Alors, il y a plusieurs explications qui ont été avancées, donc peu sont réellement satisfaisantes, mais il y a des pistes. La première piste, c'est le climat. On a expliqué, certains scientifiques pensent que la chaleur et l'humidité désactivaient en partie le virus, mais c'est une explication qui est peu satisfaisante parce que finalement, il y a le contre-exemple du Brésil. On a vu que dans des conditions particulières, l'épidémie pouvait être catastrophique. Il y a d'autres chercheurs qui ont avancé la thèse d'une immunité croisée qui aurait été engendrée par des infections passées multiples et qui auraient finalement permis de créer une immunité diffuse contre ce nouveau virus. Il y a une raison qui me paraît assez plausible, c'est la culture de la prévention qui existe en Afrique. C'est malheureusement un continent qui a été traversé par déjà de nombreuses crises. Et donc, il y a une culture forte de la prévention et du respect des gestes barrières. Moi, j'ai pu me rendre compte quand j'étais encore président du groupe, on était à Monaco et en Europe avec des difficultés pour obtenir les masques. Et à l'époque, il y avait déjà chez nos amis ivoiriens la présence de masques et la mise en place très rapide des mesures qui ont mis du temps à se mettre en place chez nous. Donc ça a été un facteur important. Il y a aussi le fait qu'on a eu des confinements extrêmement limités, bien sûr. D'une part parce qu'ils n'ont pas été rendus nécessaires par une moindre présence du virus et surtout parce les mesures auraient été impossibles puisque un nombre important d'Ivoiriens vivent avec finalement les ressources quotidiennes. Donc le fait de ne pas pouvoir sortir, c'est plonger de nombreuses familles dans la pauvreté. Et
Il y a eu également les programmes de soutien des gouvernements qui ont fonctionné. Et il y a, à mon avis, la meilleure explication, c'est quand même l'âge de la population, puisqu'on sait que le facteur premier aggravant du Covid, c'est l'avancée dans l'âge. Et or, en Afrique, 60% de la population, et surtout en Côte d'Ivoire, ont moins de 25 ans. Et en Côte d'Ivoire, seulement 3% à plus de 65 ans. Donc, à mon avis, c'est la raison principale qui explique la faible mortalité. Quoi qu'il en soit, en tout cas, en ce jour, le pays ne compte que 256 morts. Donc, c'est bien sûr trop, mais quand on compare ça à la situation qu'on a connue en Europe, notamment près d'ici, en Italie ou en France, on se rend compte à quel point le pays a été épargné par cette crise. Et puis, la deuxième raison de cette résilience, elle tient probablement à l'économie elle-même du pays, qui est extrêmement diversifiée par rapport à d'autres pays de la région et qui est très dynamique également. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a d'excellentes infrastructures. C'est également, comme ça a été dit tout à l'heure, le premier producteur exportateur de cacao. Mais c'est surtout un pays qui ne repose pas uniquement sur ses ressources pétrolières, puisqu'il y a un secteur agricole qui est très développé et un secteur tertiaire également qui est très présent. Et donc, ce qui permet quand il y a eu un ralentissement mondial, il y a beaucoup de pays qui étaient dépendants du pétrole avec les prix qui chutaient, qui ont souffert. Et la Côte d'Ivoire, elle, a pu se maintenir. Et notamment, il y a eu un effet extrêmement aussi positif de la classe moyenne, qui est un phénomène particulier à la Côte d'Ivoire dans la région. C'est un pays qui a un véritable développement de la classe moyenne, ce qui est un facteur de stabilité très important. Et donc, tous ces éléments favorables, encore une fois, ont permis au pays de se maintenir à une croissance faible mais réelle. Et il y a même des prévisions pour 2021 qui sont excellentes, puisqu'on parle d'une croissance de 6,2%. Donc, encore une fois, des bonnes nouvelles pour le pays qui a pu traverser cette crise sans trop de dommages et qui a un rebond devant elle qui va être probablement très fort. Voilà ce que je pouvais dire rapidement, Denis, sur cette situation. Merci beaucoup, Hervé. Et puis, je pense qu'on formule tous le vœu que la Côte d'Ivoire reste épargnée par cette crise et qu'elle puisse effectivement maintenir le taux de développement dont vous nous avez parlé. Je m'adresse maintenant à Philippe Ortelli. Philippe, de par vos activités, vous êtes en contact permanent avec les entrepreneurs monégasques. Comment ressentez-vous leur attrait différencié pour la Côte d'Ivoire? Il y a bien des secteurs d'activité qui ont été attirés par la Côte d'Ivoire, et Monaco est une très bonne base européenne pour attaquer ce pays. Et de nombreuses sociétés ont aujourd'hui développé des établissements là-bas, nombreux membres du SEMA, bien sûr, dont M. Audrouge et Hervé Husson d'Ascoma. Et le climat des affaires est effectivement, comme Frédéric l'a développé, très porteur. Et comment vous pourriez recommander, quelles actions pourrait-on mener pour mettre davantage en avant les atouts de la Côte d'Ivoire au sein de la principauté? Nous avons déjà fait des missions du Monaco Economic Board en 2009 et le SEMA en 2016 avec l'accompagnement du Monaco Economic Board, et c'était déjà des succès très positifs. Ensuite, nous avons ce webinaire en ce moment pour présenter à plus de 80 personnes présentes les opportunités de la Côte d'Ivoire. C'est un micro-marché, mais c'est très intéressant, et Frédéric l'a très très bien présenté tout à l'heure. C'est un relais de croissance énorme avec une structuration maintenant où on a une classe moyenne. C'est un pays qui émerge réellement, et il faut vraiment attirer les entreprises monégasques sur ce type de marché futur. Et je pense qu'il faudrait aussi développer un relais info, peut-être au sein du même potentiel d'affaires et d'investissement, appel d'offres, etc., au sein d'une structure monégasque où les chefs d'entreprise monégasques pourraient se renseigner et obtenir ainsi de l'information sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire pour ensuite y aller régulièrement si quelque chose les attire et les intéresse. Et afin de renforcer, on va dire, les relations économiques entre la principauté et la Côte d'Ivoire, selon vous, quel type de secteur d'activité ou quel type d'entreprise pourrait être plus particulièrement intéressé par des contacts et un développement en Côte d'Ivoire? Clairement, l'hôtellerie, le tourisme en haut de gamme se développe en Côte d'Ivoire.
c'est un savoir-faire que nous avons ici à Monaco. La logistique et les métiers du bâtiment dans le second œuvre et l'ingénierie également. Il y a une croissance, qui dit croissance dit bâtiment qui se développe. Ce qui a été fait les 10 dernières années est remarquable. L'objectif de doublement du PIB du pays dans les 10 prochaines années l'est encore. Et là-dessus, les entreprises monégasques, à travers les contraintes qu'elles ont vécues à Monaco, peuvent apporter un vrai savoir-faire en Côte d'Ivoire, tout en essayant quand même d'être au bon coup. Enfin, il y a diverses PME dans les cartons et l'imprimerie qui pourraient apporter un vrai savoir-faire. Et bien entendu, comme Hervé Husson, par exemple, le secteur financier, l'assurance, le corporate service. On a des banques monégasques qui travaillent aussi avec la Côte d'Ivoire. Et ces secteurs-là peuvent apporter une vraie valeur ajoutée en étant présents sur place, tout en ayant une base à Monaco, un peu comme Ascomal l'a fait ou comme d'autres le font aujourd'hui. Et il y a vraiment, je pense, pour tous ces secteurs, des opportunités de développement qu'il faut saisir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Eh bien, merci Philippe de toutes ces précisions. Et maintenant, je repasse la parole à Frédéric Gertz pour la suite de notre programme. Merci Denis. Je vais m'adresser au président de Songhi. Président, cher Koné, je vous connais depuis quelque temps maintenant, donc vous avez depuis 20 ans connu une croissance multisectorielle assez soutenue. Donc c'est vrai qu'il y a des plans long terme en Côte d'Ivoire, mais il y a eu aussi des moments de crise. Donc vous vous êtes bien développé dans les télécoms, dans la banque, avec la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. Et vous avez maintenant des projets dans d'autres secteurs, tels que le ciment, la transformation du cacao. Alors, comment pouvez-vous nous confirmer la solidité du plan long terme qu'a le pays actuellement et nous en dire plus quant à votre confiance dans ce plan long terme? Président, à vous la parole. Merci vous-même, ainsi que tout le SEMA, pour votre initiative qui permet à des opérateurs économiques monégasques et ivoiriens de revisiter l'ensemble des conditions d'exercice de nos activités respectives en Côte d'Ivoire. En ce qui nous concerne, et au-delà du plan de développement national que vous avez évoqué, nous estimons que ce pays est une mine d'opportunités à peine entamée. Et ceci concerne tous les secteurs. En matière de banque et assurance, chez nous, M. Kofi, qui est le président de notre holding dédié, aura sans doute l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais sachez que pour nous, tous les autres secteurs sont également particulièrement attrayants pour des investisseurs. Pour ma part, et à la suite d'investissements historiques dans le secteur primaire et les secteurs des services, et ayant pris conscience de l'empreinte majeure que peut imprimer le secteur industriel et agro-industriel sur le développement économique du pays, nous avons estimé qu'il était venu le temps d'investir dans certains secteurs bien ciblés de l'industrie et de l'agro-industrie. Dans l'ensemble, nous exprimons notre grande confiance dans cet environnement, tant par le développement que par le nombre et l'ampleur des investissements de diversification que nous avons lancés, et ces opérations vont connaître une sensible amplification des années à venir. C'est donc dire si nous avons confiance. Merci beaucoup. Merci. Merci, Président, pour votre intervention. Et je vais donc, comme vous le suggérez, m'adresser à M. Léon Kofi, qui est groupe CEO chez vous, donc au niveau du groupe Atlantic Finance. Monsieur Kofi, on va commencer par le secteur bancaire. Donc, le secteur bancaire, assurance et services a connu une croissance très soutenue en Côte d'Ivoire ces dernières années. Pourriez-vous commenter les développements récents et les perspectives pour les années à venir? Et après, d'une façon plus générale, nous parler en termes d'investisseurs internationaux, quel est le support international à la Côte d'Ivoire? Je parle de la Banque africaine de développement, de l'IFC et Banque mondiale, et également des différents investisseurs internationaux. Monsieur Kofi, à vous la parole. Bien, avant tout, je voudrais réitérer mes remerciements
pour votre invitation à ce webinaire. En effet, le secteur bancaire ainsi que le secteur des assurances ont amplement profité de l'embellie en matière de croissance qu'il y a eu dans le pays ces 10 dernières années. C'était un secteur, notamment pour celui de la banque, qui était en croissance d'à peu près 15% par an. Quant à celui de l'assurance, nous avions une moyenne en ligne un peu avec la croissance de la Côte d'Ivoire, à savoir 8% annuel. Donc, cette forte croissance, notamment en matière bancaire, a été boostée par les productions agricoles via les financements de campagne et la hausse des investissements massifs en productifs qui ont eu lieu et que les banques ont accompagnés. Le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire est autour de 20%, avec un taux d'inclusion financière autour de 41%. Et la Côte d'Ivoire occupe à peu près, représente, disons, 30% de la masse monétaire de l'UEMOA. En ce qui concerne les assurances, c'est le premier marché des assurances au niveau de la zone CIMA. Et la Côte d'Ivoire occupe aussi 27% de part de marché, malgré le faible taux de pénétration des assurances qui est autour de 30%, de 3%. Pour ce qui est des établissements bancaires, nous avons environ 29 établissements bancaires, institutions bancaires et 33 compagnies d'assurance qui meublent le paysage assurantiel de la Côte d'Ivoire. Voici donc pour les performances ces dernières années. Les embellies ont été réelles, mais les enjeux et les perspectives à venir sont majeurs. C'est un secteur qui a réussi, qui a été fortement résilient de par ses capacités humaines. Vous savez que nous avons traversé différentes crises et de par la forte volonté aussi des acteurs à renforcer leurs fonds propres. Aujourd'hui, le développement économique de ces 10 dernières années ayant été sous impulsion étatique, le second élan de la croissance ivoirienne proviendra et selon les prévisions gouvernementales, doit provenir du secteur privé. Et pour cela, il nous faut un secteur bancaire capable donc d'accompagner cette nouvelle croissance. Et c'est là donc que les principaux défis apparaissent pour ce secteur bancaire. Parce que les PME, qui représentent quand même 98% du secteur économique et qui contribuent pour 20% du PIB national, ces PME-là ont un très faible accès au crédit pour des raisons diverses, dont le problème de l'asymétrie d'information, la question des renforcements des capacités des acteurs. Et l'un autre des défis est celui de l'économie informelle, qui représente 30 à 40% du PIB avec de forts enjeux de structuration des acteurs. Ces challenges que le secteur doit affronter arrivent à un moment important où la Banque centrale a imposé de nouvelles exigences, notamment avec le dispositif de BAL 2, BAL 3, pour renforcer donc la résilience des banques et renforcer le secteur. Donc, face à ces nouveaux challenges, les banques doivent se réinventer et elles doivent être innovantes. Innovantes dans le sens où elles doivent s'attaquer à tout le champ d'opportunités que la technologie nous ouvre avec la transformation digitale et avec les possibilités d'inclusion financière qui vont nous permettre d'avoir encore plus accès et de pouvoir collecter encore plus l'épargne nationale. Et donc, cela veut dire que les perspectives sont bonnes, un champ d'opportunités s'ouvre à nous et il faudrait donc que ces banques-là se réinventent pour, sur le plan opérationnel, mailler le pays, intégrer au secteur, j'allais dire, dit formel, le secteur tant appelé informel qui fait partie de notre culture et fait partie de nos réalités et est un vivier de collecte, notamment en matière d'épargne nationale. Voilà un peu pour les défis. Ces défis-là peuvent être relevés, mais il faudrait donc que les acteurs puissent imprégner leur marque, avoir une capacité d'innovation pour faire face à ces nouveaux enjeux dans un cadre réglementaire renforcé. Voilà pour ce qui est
du secteur de la banque et d'assurance pour les développements en cours, ainsi que les principales perspectives. L'autre volet de votre question, c'est l'accompagnement, notamment l'accompagnement des multilatéraux. Cet accompagnement est dual puisque les multilatéraux ont, ces 10 dernières années, accompagné tous les projets structurants du pays par différentes lignes, par différents programmes de renforcement de capacité. Mais aujourd'hui, l'essentiel des projets sont orientés vers le secteur privé. Donc, c'est dire que l'orientation et les conseils qui sont donnés à nos États ont pour objectif de renforcer les filières, renforcer les capacités des acteurs privés pour que ce pays connaisse une croissance sous l'impulsion d'un secteur privé fort avec des champions nationaux, bien entendu, ouverts à l'investissement étranger. Par rapport aux multilatéraux, donc, force est de constater que les programmes, un nouveau programme sera en cours, éventuellement en cours de discussion avec le Fonds monétaire international. Et pour ce qui est de la finance en général, et vous avez noté à juste titre le dernier eurobond de la Côte d'Ivoire avec un taux qui avoisinait les 4, en dessous de 5%, qui est un taux record avec une maturité record aussi. La finance internationale, ce sont des traits de la confiance que la finance internationale a en la dette donc, de l'État de Côte d'Ivoire. C'est un signe donc positif qui marque l'intérêt renouvelé en dehors des multilatéraux du secteur privé international, de la finance internationale envers ce pays. Donc ça, c'est un signe majeur parce que les taux sont orientés et on a marqué aussi une ouverture sur l'Asie. D'importants investisseurs dans ces eurobonds provenaient aussi d'Asie. Cela témoigne d'une certaine ouverture et de potentiel pour le futur qui n'ont jamais existé auparavant. Voici ce que je peux dire en résumé sur les deux aspects de votre question. Monsieur Kofi, je vous remercie. Votre exposé était particulièrement clair et je suis sûr qu'il suscitera quelques questions par la suite. Je vais maintenant me tourner vers monsieur Adnan Oudrouge, donc dirigeant possédant du groupe Mercure International. Monsieur Oudrouge, cher Adnan, qui est membre fondateur du SEMA avec nous. Donc vous êtes un acteur majeur en Afrique dans le secteur de la distribution, des centres commerciaux et de tout ce qui est logistique qui est associé. Issu du Sénégal, certes, mais vous connaissez la Côte d'Ivoire comme votre poche également. Vous êtes un Ivoirien aussi. Comment ressentez-vous l'évolution de la Côte d'Ivoire ces dernières années, l'évolution du mode de consommation aussi, l'évolution des classes moyennes, l'amélioration du niveau de vie? Et quel est votre diagnostic pour les 10 prochaines années? Y renforcerez-vous vos positions dans le temps? Adnan, à vous la parole. Merci. Bon, ouais, beaucoup de choses se sont dites là aujourd'hui. Tout le monde a parlé et c'est important parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été dits et qui vont être dits, mais différemment avec mon langage. Je dirais que n'oublions pas que l'état de l'économie avant la pandémie de la Covid-19 était le premier pays d'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, suivi du Sénégal au point de vue économie. Hein. Je pense que le pays a bien été géré par la crise de Covid. L'option a été prise de ne rien fermer et de faire porter les efforts sur la vaccination parce qu'il est difficile en Afrique de confiner les gens. Et aujourd'hui, on a parlé de l'informel, qui était impossible de confiner les gens. Bien sûr, il faut être dans l'État africain aujourd'hui de comprendre cet esprit-là. Et ce qui a été bien par le gouvernement, c'est qu'ils ont pris une action rapide parce qu'ils n'ont pas divergé pendant longtemps. Pendant une semaine, 10 jours, on était un peu dans l'incertitude, mais finalement, on n'a jamais fermé, on a continué l'activité. Et ça, c'était un point fort de cette gouvernance. Et aujourd'hui, bien sûr, notre façon de voir la chose, c'est que Mercure, il est vrai que aujourd'hui, nous avons un bon espoir que l'Afrique
va sortir de ce problème de Covid, parce qu'il y a eu à l'avant-Covid et l'après-Covid. Quelle est la raison pourquoi l'Afrique a été épargnée? Il y a beaucoup d'inégalités dans ce monde et qu'on ne peut pas y faire autrement, mais je pense qu'en général, l'Afrique subsaharienne a été assez épargnée par le Covid. Et aujourd'hui, le groupe Mercure International, dont je suis le président, favorise quant à lui le développement d'enseignes mondiales en tant que franchisé afin de booster l'économie du continent et principalement dans la Côte d'Ivoire et d'apporter du travail aux citoyens et de favoriser le renforcement des classes moyennes et de faciliter les échanges commerciaux. Voilà, ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. N'oublions pas que le plan national de développement mis en place par le gouvernement sur la vision 2040 du plan national, le renforcement de la qualité des institutions et de la bonne gouvernance, l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation dont on en parle tout à l'heure, le développement des infrastructures harmonieuses réparties sur le territoire national et pas qu'Abidjan, et la préservation de l'environnement, qui est important aussi, parce que tout ça, et le renforcement de l'intégration régionale et la coopération internationale. Mais l'intégration régionale, la Côte d'Ivoire géographiquement est un hub sur l'Afrique de l'Ouest, et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et ça, c'est un capital naturel. Et aujourd'hui, la richesse de la Côte d'Ivoire ne repose pas, comme certains pays d'Afrique, sur le pétrole, et l'agriculture étant son point fort depuis des années, et agricole, et minière, et des produits, et dans le pétrole aussi. Et puis, cette gouvernance qui était parfaite, parce que n'oublions pas que vous m'avez dit, Frédéric, tout à l'heure, au début de votre interview, que vous avez dit qu'il y a eu les années troubles en 2000, de 2000 à 2010, effectivement, on a eu ces années troubles, mais le pays a toujours fonctionné et a toujours maintenu sa force, qui est grâce au privé, grâce aux entrepreneurs dans ce pays, et grâce à cette résilience de vouloir continuer à performer. Alors bien sûr, d'après certaines analyses rigoureuses, certains fondamentaux des chefs d'entreprise se décident à investir généralement sur 3 secteurs. Le macroéconomique, on en a parlé, le microéconomique et les institutionnels. Bon, les institutionnels, vous, messieurs les banquiers et les assureurs, vous en avez fait un grand discours tout à l'heure. Mais le microéconomique a pour objectif de favoriser le capital humain, ainsi que la compétitivité des sociétés, le dynamisme, le tourisme et l'esprit d'équipe en entreprise. Et le macroéconomique, le but est d'instaurer un climat prospère sur les affaires dans l'espoir d'attirer des capitaux sur le continent, mais aussi de renforcer la qualité des infrastructures, routes, écoles, eau, électricité, on en a parlé. La fiscalité est aussi primordiale afin de transformer l'image du pays à l'étranger. Et ça, c'est un point important pour pouvoir attirer du monde et attirer de la compétitivité. Je pense que j'y crois beaucoup en la Côte d'Ivoire depuis des années, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui, même dans les moments sombres de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours été en Côte d'Ivoire avec ou sans l'économie prospère ou pas prospère. On a toujours vécu avec. De toute façon, Mercure, dans son ADN, il a l'Afrique. Donc, c'est quelque chose de culturel pour moi. Je ne peux pas concevoir mon avenir sans le continent. Et je pense que simplement que l'Afrique a beaucoup de potentiel et que surtout la volonté alliée. Et je pense que après cette pandémie, nous allons voir émerger une nouvelle Afrique. Parce qu'on va prendre conscience en Europe que notre vieux continent, malgré sa technologie, malgré tout, la force humaine qu'ils ont en Afrique, c'est vouloir continuer à vivre et à faire les choses. Et je pense que le nouveau monde, il est là-bas. Bien sûr que nous continuerons notre investissement, comme d'habitude, sur le continent en particulier, africain subsahara, qui est aussi notre, comme tu dis, je suis aussi bien sénégalais que ivoirien. Enfin, je suis un ouest africain, pour être plus simple.
Merci beaucoup, Anna Nondrouge. Merci de ce témoignage. Alors, malheureusement, nous aurions dû avoir Jean-Louis Billon avec nous pour confirmer un petit peu ce que vous avez dit. Mais hélas, il ne sera pas là. Donc, je propose que nous parlions maintenant avec Monsieur Jean-Marie Aka. Qu'en penses-tu, Frédéric? Écoute, c'est une très bonne chose et donc on va passer la parole à Jean-Marie. Je dirais peut-être, donc j'excuserai M. Billon parce qu'effectivement, avec la composition du gouvernement étant parlementaire, il a sans doute ses impératifs. En fait, dans les grandes lignes, outre le fait qu'il connaît l'agriculture et ce secteur depuis des années, puisqu'il a repris son groupe familial il y a plus de 25 ans, c'est vrai que, comme le disait Annan, l'agriculture est un véritable socle de la Côte d'Ivoire. C'est le premier exportateur mondial de cacao, avec largement au-dessus d'1 million de tonnes par an. C'est le premier producteur de noix de cajou. L'huile de palme, le caoutchouc sont très importantes également, mais le président de Sungui le sait également. Donc, tout ce qui est les nouveaux produits tels que les huiles essentielles émanant des principaux produits d'agriculture sont également un secteur de développement. Donc, c'est un secteur qui fournit beaucoup d'emplois, dans lequel les entrepreneurs tels que la famille Billon sont majeurs, parce que c'est un secteur qui demande beaucoup de ce qu'on appelle les CAPEX, donc des investissements permanents. Il faut avoir le temps, il faut investir, toujours replanter des palmiers, replanter de l'EVA. Donc, c'est un secteur lourd en investissement. Et le principal sujet, maintenant, on l'a senti, et on posera la question à Jean-Marie Aka, ce qui sera très important, c'est comment va-t-on maintenant transformer aussi. Souvent, les matières agricoles ont été exportées. C'est un message que vous voulez faire passer aussi, Jean-Louis Billon. Donc, il y a, comme le disait le président Ouattara lors d'un forum à Abidjan, en ce qui concernait le cacao, on doit aimer le cacao partout dans le monde, mais on doit le produire chez nous maintenant. Et on doit donc produire du chocolat parce qu'on aime le chocolat dans le monde entier. Voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer en l'absence de Jean-Louis Billon qu'on excusera. Maintenant, je passe la parole à Denis Rouillant qui va converser avec Jean-Marie Aka. Merci Frédéric. Monsieur le consul, cher Jean-Marie Aka, de par vos activités, de par le fait que vous présidiez effectivement le patronat en Côte d'Ivoire, vous êtes parfaitement placé pour nous parler des principaux investissements actuels de la Côte d'Ivoire, ainsi que son rôle central en Afrique de l'Ouest, avec l'effet d'entraînement et de croissance sur les PME qui, comme l'a souligné Monsieur Kofi, est un secteur extrêmement important en Côte d'Ivoire. Alors, ma première question serait quels sont les nouveaux acteurs internationaux actifs dans le pays et la sous-région? Je vous remercie et permettez-moi de remercier vraiment l'ensemble de nos amis du SEMA pour m'associer à cette rencontre via les nouvelles technologies, parler de la Côte d'Ivoire. Les premiers intervenants, je pense, ont parfaitement décrit la situation de notre pays de façon très claire avec des données objectives. C'est un pays qui, depuis plus de 10 ans, connaît une croissance soutenue avec un taux de croissance qui situe dans le peloton de tête des pays performeurs au niveau mondial depuis 10 ans, donc près de 8% de croissance en continu depuis 10 ans, et qui, un des rares pays qui, même en année 2020, a pu maintenir son économie avec je dirais, sans récession, avec une croissance légère de l'ordre de 1,8%. Donc, la performance économique de la Côte d'Ivoire, elle est là, elle est solide, elle est résiliente depuis une dizaine d'années. Alors, bien entendu, ce contexte économique-là, cette croissance économique, donc, se fait par des acteurs anciens et également attire de nouveaux acteurs. Et surtout que
le développement de la Côte d'Ivoire, ce développement économique s'inscrit dans un cadre bien précis, un plan de développement économique. Nous avions un plan sur la période 2016-2020 qui a été indiqué tout à l'heure, et le pays prépare un plan 2021-2025 qui sera publié incessamment. Et c'est un plan qui indique très bien les axes, les principaux axes d'investissement vers lesquels le pays veut s'orienter, qui indique bien, je dirais, ce qui est attendu de l'État et ce qui est recherché des partenaires privés. Le plan de développement de la Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020, qui est un plan qui a été évalué à environ 30 000 milliards de francs CFA, soit à peu près 46 milliards d'euros, prévoyait une contribution du privé à hauteur de 60-62%. Donc, ces privés peuvent intervenir dans la partie, je dirais, des infrastructures, qui est le programme de développement des infrastructures, avec l'État sous forme de partenariat public-privé sous diverses formes, et également le privé intervient de manière, je dirais, directe, spécifique dans des secteurs productifs de l'économie. Nous avons eu, sur cette décennie, un élargissement des investisseurs présents sur la Côte d'Ivoire avec des pays africains, notamment d'Afrique du Nord, le Maroc en particulier, la Tunisie, qui ont renforcé leur présence dans ce pays à travers donc des investissements dans les infrastructures et des investissements dans le secteur financier et des investissements dans le secteur manufacturier. Nous avons eu la présence de pays, je dirais, européens nouveaux ou d'Asie ou du Moyen-Orient. Nous avons eu un pays comme la Turquie qui a renforcé sa présence en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous avons eu également les pays d'Asie qui ont été très impliqués dans les gros chantiers d'infrastructure, avec en premier lieu la Chine. Donc, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays, je dirais, qui, de par son succès économique, s'est ouvert à tous les investisseurs du monde, les investisseurs des différents pays, aussi bien les investisseurs privés que des structures publiques ou parapubliques de certains grands pays. Donc, nous avons des investissements, je dirais, qui sont très emblématiques de tout cela. On a parlé longtemps du métro d'Abidjan, du grand projet du métro d'Abidjan, qui est réalisé avec la France. On a parlé du dernier barrage agroélectrique de Soubré qui a été réalisé avec la Chine. Et donc, en un mot, je dirais qu'aujourd'hui, l'économie ivoirienne est très ouverte, comme toujours, et elle a attiré les investisseurs de toutes les régions du monde. Et bien sûr, à côté de ces investisseurs internationaux, la Côte d'Ivoire, d'une manière générale, au niveau des dirigeants, et le secteur privé ivoirien lui-même est attentif à tout ce qui peut contribuer également à l'émergence de champions nationaux, comme l'a indiqué tout à l'heure Léon. C'est très important qu'à côté de ces investisseurs étrangers, également, se consolide je dirais, un certain nombre d'opérateurs nationaux qui puissent être déjà présents à une certaine échelle au niveau de l'économie nationale et de sorte à être demain également les fers de lance de l'économie ivoirienne pour aller vers les autres pays de la sous-région. Et en cela, je suis
très heureux et honoré de saluer le président Dosongui que vous avez invité à cette rencontre, qui est justement un exemple type de ce type de champions nationaux que la Côte d'Ivoire souhaite se renforcer. Et ça m'amène à ouvrir une fenêtre pour dire oui, je pense que le président Dosongui l'a dit tout à l'heure, l'économie ivoirienne est un gisement d'opportunités. Et les opportunités sont tellement nombreuses et diverses qu'elles ouvrent la place à tous les schémas. L'économie ivoirienne a de la place pour les investisseurs étrangers, elle a de la place pour des opérateurs nationaux, et elle a aussi surtout de la place pour une troisième voie de partenariat renforcé entre des investisseurs étrangers et des opérateurs locaux. Voilà ce que je pourrais dire pour répondre à votre question sur les présences étrangères dans l'économie ivoirienne. Merci, Monsieur le Consul. Alors, une deuxième question. Il y a 5 ans, le SEMA a réalisé une mission économique à Abidjan. On a été formidablement bien reçus. Vous étiez bien sûr là pour nous accueillir. Comment a évolué l'image de la principauté en Côte d'Ivoire au cours de ces 5 dernières années, depuis cette mission? Alors, je dois, vous savez, l'amitié se nourrit de franchise. Et l'amitié se nourrit de franchise. Je pense que, très honnêtement, l'image de la principauté sur ces 5 dernières années par rapport à ce dernier passage, de mon point de vue, je dirais, est restée stable. Donc, n'a pas évolué de façon positive, n'a pas évolué positivement. Elle était à un certain niveau et elle l'est toujours à ce même niveau. Je pense qu'il est souhaitable, en tout cas, que, je dirais, cette présence et ce travail, ce lien avec la Côte d'Ivoire s'établissent de manière plus régulière. Vous conviendrez avec moi que quand vous avez un pays qui évolue avec un taux de croissance de 8% par an, qui est un taux de croissance important. Quand vous avez un pays qui a un accroissement démographique de pratiquement 3% par an, quand vous y absentez 5 ans, quand vous revenez, vous ne retrouvez plus le même pays. Vous retrouvez une ville d'Abidjan qui qui a grandi d'un tiers ou de 50%, que sais-je, vous retrouvez, donc ça va très vite. Ça va très vite et ça demande, je pense, un tel contexte demande, je dirais, un raffermissement de ce lien-là qui soit peut-être annuel ou biannuel, mais qui soit plus régulier pour pouvoir consolider cette image de la notoriété, cette image de la principauté qui existe. Mais l'objectif, c'est de l'améliorer, de la renforcer et, je dirais, surtout de présenter une principauté, comme elle a été bien décrite par un des intervenants tout à l'heure, qui, au-delà, bien sûr, de sa spécificité, de son expertise dans le secteur financier, à d'autres domaines de compétences. On a parlé du bâtiment, des travaux publics, etc., que la principauté sait merveilleusement faire. Et je pense que de ce point de vue-là, vous et nous, moi en tant que consul, nous avons un travail à consolider sur les prochaines années. Ben écoutez, Monsieur le Consul, message bien reçu, et je pense qu'on peut formuler le vœu que cet événement va relancer effectivement les activités et l'intérêt de la principauté pour continuer son développement en Côte d'Ivoire. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Et maintenant, je vais repasser la parole à Guillaume pour la suite de notre programme et qui, je pense, va passer maintenant aux questions-réponses.
Absolument, Denis. Nous sommes aux questions-réponses maintenant. Alors, je tenais à remercier tout particulièrement notre consul qui a été effectivement extrêmement clair. Et maintenant, c'est mon collègue adjoint et ami Justin Hyman qui va poser les questions que nous avons pu collecter d'abord en amont de ce webinaire et puis tout au long de ce webinaire. C'est à vous, Justin. Merci beaucoup, Guillaume, et merci à tous pour vos interventions très claires. Nous avons donc récolté plusieurs questions. Vu que le temps nous est compté, je vais commencer avec la toute première qui nous est venue en amont. Donc peut-être à Monsieur Aka, notre consul. Est-ce que la formation du nouveau gouvernement sera-t-elle de nature à infléchir le plan stratégique de développement de la Côte d'Ivoire? Bien, alors évidemment, je vous donnerai une réponse, je dirais, vue de l'entrepreneur et du porte-parole des entrepreneurs que je suis, sans être un acteur politique gouvernemental. Je pense que non. Je pense que non, parce que d'abord, la Côte d'Ivoire a un plan de développement qui est clair et qui, de mon point de vue, est cohérent, a une cohérence économique. C'est un plan de développement qui vise donc au renforcement des infrastructures pour créer, je dirais, les conditions d'un développement de l'activité économique. Donc, toutes les infrastructures, routes, électricité, eau, on en a parlé, pour également avoir une économie compétitive. Donc, renforcement des infrastructures. Deuxième, j'allais dire, pilier, axe de ce plan de développement-là, c'est ce qui a été dit, la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation. Et là, avec une approche très claire, une industrialisation tirée principalement par la transformation des matières premières agricoles produites par le pays. Donc, c'est quelque chose qui est économiquement cohérent. La Côte d'Ivoire représente 40% de la production de cacao du monde entier. Du monde entier. Presque près de la moitié du cacao consommé dans le monde vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de noix de cajou. Il s'agit maintenant d'amener davantage de valeur ajoutée sur ces produits-là. Je pense que le nouveau gouvernement qui s'inscrit vraiment, je dirais, dans une continuité politique d'un même régime qui est en place, ne devrait pas apporter de changement. Un accent néanmoins dans le programme de gouvernement qui a été établi par, je dirais, le candidat président du temps où il était candidat, il y a quelques mois, indiquait clairement la consolidation de ces deux axes-là avec la prise en compte d'un troisième axe nouveau qui est, je dirais, le renforcement de l'accent sur tout ce qui est tout ce qui touche aux services sociaux, du système sanitaire, du système éducatif, pour en faire vraiment une croissance économique partagée, davantage partagée. Voilà ce que je puis dire. Donc, vraiment, nous n'attendons pas de remise en cause de ce cap économique-là. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Une autre question que nous avons reçue lors de la conférence d'un de nos dynamiques adhérents. Abidjan est en concurrence avec Accra pour devenir le point d'entrée principal en zone CEDEAO. Quelle est la stratégie d'Abidjan pour se démarquer justement d'Accra et mettre en valeur ses points forts afin de convaincre les investissements directs étrangers? Est-ce que cette question, je la pose à Monsieur le Président Dosongui ou un autre intervenant qui souhaite prendre la parole sur cette question? Monsieur Kofi? Parfait. Ah. Mon président étant en sourdine, je vais me lancer. Non, je pense que concernant la place d'Accra, il faut savoir que déjà, il y a la position géographique d'Abidjan qui est beaucoup plus centrale et d'énormes travaux sont en train d'être faits pour décongestionner le port d'Abidjan et l'aider à être beaucoup plus compétitif.
Donc, un travail est fait non seulement sur ces décongestions-là, et avoir des zones économiques spéciales dans différentes parties du pays pour ne pas et jouer un peu comme jouer sur les axes. Monsieur Oudrouge a mentionné que la Côte d'Ivoire reprenne son rôle de hub naturel de la sous-région, avec l'avantage, bien entendu, de la langue qui est un atout non négligeable. Voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. Un hub logistique et de commerce régional, c'est ça? Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Kofi. Nous avons également une troisième question, plutôt sur le marché du travail. Comment jugez-vous l'évolution de la qualité du marché du travail ces dernières années en Côte d'Ivoire? Alors, qui souhaite répondre à cette question? Monsieur le consul? Monsieur Kofi? Oui, alors, oui, je pourrais intervenir. Je pense que sur ces dernières, déjà, la Côte d'Ivoire, vous savez, a eu, je dirais, depuis de longues années, un système de formation, un système éducatif robuste. Même si ce système a quelque peu souffert de la période difficile que le pays a connue pendant quelques années. Donc, la Côte d'Ivoire a un système qui a permis de produire des cadres de qualité, qui a permis de produire des agents, une main-d'œuvre de qualité. Donc, mais aujourd'hui, effectivement, avec la vision, l'orientation économique qui est donnée, tendant à renforcer la transformation industrielle, des initiatives sont prises pour remettre, je dirais, la formation technique et professionnelle au centre des préoccupations pour redonner à la Côte d'Ivoire un potentiel important d'agents techniques, d'agents de maîtrise et de gens formés au métier. D'ailleurs, en ce sens, le dernier gouvernement qui, donc, il y a 2 jours, effectivement, a remis un ministère de l'enseignement technique et professionnel plein, entier, au sein du gouvernement. Et diverses initiatives également sont prises. La Côte d'Ivoire a signé avec les États-Unis d'Amérique, dans le cadre du MCC, également un programme pour créer des centres de métiers aux principaux métiers, aux métiers de l'industrie, aux métiers du bâtiment, etc. Donc, je pense qu'il y a également donc des efforts qui sont faits par le secteur privé pour soutenir la formation mise en œuvre par le secteur public et qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir je dirais, une jeunesse, d'avoir donc des demandeurs d'emploi en phase avec ses ambitions économiques, avec les ambitions économiques des entreprises qui s'y installent. Merci beaucoup, Monsieur Aka, notre consul en Côte d'Ivoire. Merci. Je vais maintenant rendre la parole à Monsieur Geertz, président du SEMA, pour une petite synthèse avant que Guillaume fasse un mot de conclusion. Merci encore à tous pour vos réponses. Merci Justin. Je voulais tout d'abord remercier encore à la fois nos consuls et également messieurs les présidents de façon générale pour la qualité de cet exposé. On n'est jamais déçu quand on travaille entre Abidjan et Monaco. En conclusion, je crois que, comme le disait notre consul Jean-Marie Aka, la Côte d'Ivoire est une économie diversifiée. Ça, c'est une des grandes forces, avec un secteur primaire, donc l'agriculture, très fort, un secteur tertiaire qui s'est très largement développé,
et donc avec ce secteur de transformation à développer qui est en fait l'enjeu des 10 prochaines années. La Côte d'Ivoire a une vision à long terme et a un plan à long terme. Et ça, actuellement, dans le monde, c'est différenciant. C'est différenciant. Un navigateur, quand il sait où il va, il y a peu de vent contraire pour lui. Il y a différents projets. Il y a encore des disparités, évidemment, à régler avec le temps. Donc, avoir une économie plus ouverte, mais mieux répartie aussi dans le pays. C'est là que je reviens sur certaines idées qui ont été citées durant le webinaire. C'est le renforcement des infrastructures. Bien sûr, renforcer tout ce qui est agriculture, continuer à investir. Les poumons et les terres sont actuellement assez rares pour le nombre d'habitants sur Terre. Et donc, je crois que la Côte d'Ivoire, comme l'Afrique en général, est vraiment un des derniers poumons avec l'Amérique latine. Les investisseurs internationaux sont présents, ont confiance dans la Côte d'Ivoire, qui est bien gérée, qui offre pas mal de potentiel. Il y a une grosse compétition, comme on l'a entendu, des investisseurs internationaux. Ne perdons pas de temps chez nous. On a beaucoup d'avantages, on en a déjà parlé. On a tous vécu, je vais dire, entre l'Europe et l'Afrique. Donc, ne nous laissons pas doubler par pas mal de compétiteurs internationaux. Et en fait, on a bien compris, c'est grosso modo le privé qui va mener la danse. Il faut être du coup attentif à pas mal de points. Il y a une jeunesse qu'il faut éduquer. Il y a différents points à renforcer, encore la santé. Il faut être attentif pour l'entrepreneuriat à des points que nous citait le président Rouge, de fiscalité. Mais donc, c'est un pays plein d'opportunités et avec un potentiel très fort. Je retiens aussi l'idée de Philippe Ortelli. Il faut créer un bureau d'opportunités. Ce sera le principal follow-up. Je crois qu'on est suffisamment autour de la table pour démarrer ça ensemble, avec le MEB, avec la FEDEM, avec les consuls. Et bien évidemment, avec le CEMA, on est à votre disposition pour créer ce bureau d'opportunités et favoriser les échanges entre la Côte d'Ivoire et la Principauté de Monaco. Merci à tous. Guillaume, à toi la parole. Excusez-moi si je peux prendre un petit mot. Bien sûr, Adnan, c'est à vous. Juste pour vous dire que selon un sondage, la Côte d'Ivoire est pour le secteur privé africain le plus attractif pour les investissements en 2020, pendant la pandémie, devant les économies plus performantes comme le Kenya, le Ghana et le Maroc. Ça veut tout dire. Une importante précision, hein. Un atout de plus pour la Côte d'Ivoire. Merci Adnan de cette petite précision finale qui est tout à fait intéressante. Alors, nous allons conclure ce webinaire et en remercier tous les participants qui ont été, je pense, de qualité, tous, puisque nous avons eu un panel assez large. Ce qui est certain, c'est que je pense que tous ceux qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire ont eu un véritable aperçu de ce que ça pourrait donner comme résultat, puisque je pense qu'il a été prouvé que c'est un des pays les plus dynamiques d'Afrique. Alors, pour revenir à une actualité plus monégasque, nous avons bien sûr d'autres webinaires qui nous attendent devant nous. Je parle notamment du prochain webinaire Collection SEMA, qui va avoir lieu le jeudi 6 mai à 9 h. Ce sera dédié à l'île Maurice. Alors, 9 h du matin, en raison évidemment du décalage horaire qui nous lie à l'île Maurice. Donc, 9 h du matin, le 6 mai, le jeudi 6 mai. Venez nombreux parce que l'île Maurice aussi est un endroit absolument intéressant à découvrir et évidemment intimement lié à l'Afrique. Alors, nous allons conclure en remerciant l'ensemble des participants pour ce webinaire et nous vous souhaitons une excellente soirée et vous disons à très bientôt. Au revoir. Et merci encore à tous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.